Alors, avant d'en parler avec notre invité, ce projet d'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne est en négociation depuis plusieurs années. Une première version a été signée en octobre 2013 à Bruxelles. Le Premier ministre canadien Stephen Harper était venu au siège de la Commission européenne pour fêter l'événement avec le président de la Commission, José Manuel Barroso. Stephen Harper en rêve depuis des années. C'est presque un trophée qu'il est venu chercher ici, lui qui a fait du libre-échange le pivot central de son programme économique. C'est un grand moment. En effet, il s'agit de l'entente la plus importante jamais conclue par notre pays. Un point marquant pour l'économie transatlantique, lance d'entrée de jeu le président de la Commission européenne. This is also a landmark achievement for the transatlantic economy. L'objectif ultime du traité, accroître de 20% les échanges entre les deux blocs économiques. Les entreprises canadiennes pourront avoir davantage accès à un immense marché de 500 millions de consommateurs. Cette entente procure à l'économie canadienne l'accès à un marché qui est encore plus vaste que l'ALENA. Dès son entrée en vigueur, l'accord va permettre d'éliminer la quasi-totalité des tarifs douaniers sur les produits canadiens. C'est un traité complexe qui porte sur un vaste ensemble d'enjeux allant du commerce des biens et services en passant par la protection des investisseurs, la propriété intellectuelle et les marchés publics. Le texte final reste à venir et l'accord devra être ratifié par les 28 membres de l'Union européenne. En Europe, l'accord sera bien reçu parce que nous avons très bien négocié. Tout n'est pas parfait. L'un des volets les plus névralgiques et controversés reste l'agriculture. L'Europe accepte d'assouplir ses politiques pour offrir un plus grand accès au bœuf et au porc canadien. Mais en contrepartie, le Canada consent à ce que les Européens puissent doubler leurs exportations de fromage, ce qui inquiète profondément les producteurs laitiers. Cette perte devrait être minime et temporaire. Et elle fera l'objet de compensation par le gouvernement du Canada. Autre secteur qui pourrait faire l'objet de compensation, celui de l'industrie pharmaceutique. Les brevets sur les médicaments d'origine seront prolongés de 2 ans, ce qui retardera d'autant l'arrivée sur le marché des produits génériques. Et à ceux qui l'accusent de ne pas offrir un accord équilibré, le Premier ministre répond qu'il a l'appui politique de toutes les provinces et territoires. Alors, avec nous sur le plateau du 64 minutes, Yannick Jadot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes député européen, vous êtes militant écologiste au départ, et vous êtes au Parlement européen, vous êtes membre, entre autres, de la Commission sur le commerce international, ça tombe bien. Alors d'abord, un mot sur les objectifs de cet accord de libre-échange. Donner un accès total aux biens et services canadiens en Europe et inversement. On a l'impression, à première vue, que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la croissance des part et d'autre de l'Atlantique. Oui et non, ça dépend de quel type d'échange et de ce dont on parle, parce que finalement, le commerce est déjà très libre entre le Canada et l'Europe. On voit bien, ça a été dit d'ailleurs, il y a quasiment plus de droits de douane. Mais ce dont on parle dans cet accord aujourd'hui, c'est l'idée d'une harmonisation des normes et des règles. Or, ces normes et ces règles, sur la question des médicaments génériques, c'est dit dans le sujet, sur la question des services publics, sur la question des OGM, sur la question de l'agriculture, ce sont des choix de société. Ils ne sont pas les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique. Ils ne sont pas les mêmes des part et d'autre de l'Atlantique, et passer ces choix de société par la lessiveuse commerciale peut poser de sérieux problèmes. Et puis, le Canada, dans le cadre qui était mentionné aussi de l'accord nord-atlantique, qui est avec le Mexique, les États-Unis et donc le Canada, l'accord ALENA a perdu des emplois. Et il y a aussi, dans certaines estimations, des dizaines de milliers d'emplois qui pourraient être perdus au Canada. Donc il y a incontestablement des gagnants. C'est bien fait pour la croissance et l'emploi, c'est pas évident. Non, parce que même sur les histoires de croissance, vous savez, sur l'accord transatlantique avec les États-Unis comme sur l'accord avec le Canada, on prévoit 0,1% ou 2% de croissance dans 10 ans. Vous voyez qu'on est très loin de chiffres astronomiques. En revanche, si certaines multinationales, celles du médicament, celles de l'eau, celles qui veulent privatiser les services publics, si les grandes multinationales de l'agroalimentaire vont y gagner, c'est beaucoup de paysans, c'est l'industrie du médicament générique, c'est les services publics tels qu'on les conçoit qui vont y perdre. Donc ça pose un problème. Et puis un dernier élément, si vous me le permettez, il y a dans cet accord l'idée que les investisseurs, donc les entreprises... En fait, c'est un peu la principale, en tout cas
pour le moment, la principale pomme de discorde entre les deux continents, c'est cette question, ce qu'on appelle le mécanisme de protection des investisseurs. Ce qui veut dire que, par exemple, une entreprise pourrait attaquer un État devant un tribunal arbitral qui est en fait composé d'experts et pas de juristes. Un tribunal privé. Voilà, un tribunal privé pour, par exemple, en estimant que cet État met en cause les intérêts d'une entreprise privée. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas et que vous n'accepterez jamais. Ah, c'est quelque chose que nous contestons fortement parce que qu'est-ce qui se passe? Par exemple, cet accord existe déjà dans l'ALENA, dans la partie nord-américaine. Vous avez une entreprise américaine qui s'appelle Lone Pine qui a demandé 250 millions de dollars de dédommagement au gouvernement du Québec parce qu'il a interdit l'exploitation du gaz de schiste. C'est leurs profits qui sont remis en cause. C'est pas, on n'a pas empêché déjà des constructions de fonctionner. Là, il pourrait y avoir des dédommagements. Mais ce que dit cet accord sur l'investissement, c'est qu'on serait amené à dédommager des perspectives de profit. Philippe Maurice, vous savez, on a le débat en France sur le paquet de cigarettes sans logo. Les paquets neutres, oui. Le paquet neutre. Eh ben, Philippe Maurice attaque le gouvernement de l'Australie et de l'Uruguay qui ont la même politique et les premiers pays qui ont fait cette mesure, qui ont pris cette mesure. Et demandent des milliards de dollars de dédommagement. Donc, c'est notre capacité à défendre notre santé, à défendre notre environnement, à protéger les citoyens comme les salariés, qui est remis en cause. Alors heureusement, cet aspect est tellement scandaleux qu'aujourd'hui, au sein du Parlement européen, potentiellement, il y a une majorité pour dire nous ne voulons pas de cette partie sur l'investissement. Le gouvernement allemand émet des réserves, les syndicats allemands émettent des réserves. La France reste totalement silencieuse. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit bien que cette négociation, malgré les effets d'annonce, n'est pas terminée et il est possible que cet accord soit rejeté. Alors pourquoi la France est totalement silencieuse ? La France est totalement silencieuse parce qu'on a vu un président Hollande aller aux États-Unis d'un seul coup de faire l'apologie du libre-échange, alors que la France a plutôt une vision réservée par rapport à ça. C'est cette même question d'investissement. Un même accord était négocié dans les années 90. On appelait ça l'accord multilatéral sur l'investissement. Et c'est Lionel Jospin, au nom de la France, qui avait dit « Nous ne pouvons pas accepter un tel transfert de souveraineté ». Donc on attend que la France s'exprime davantage, mais surtout on attend que, au niveau du Conseil européen, au niveau du Parlement, et puisque s'il y a accord, il devra être ratifié par les parlements nationaux, il y a un rejet, parce qu'encore une fois, c'est un transfert de souveraineté des citoyens, au Canada comme en Europe, vers les multinationales, c'est pas acceptable. Il faut bien préciser qu'il y a deux accords, un accord entre l'Union européenne et le Canada. Dans la foulée, il y en a un autre qui est en train de se négocier entre l'Union européenne et les États-Unis, et que dans les deux cas, cet accord devrait être ratifié par les 28 parlements nationaux et par le Parlement européen. Et par le Conseil. Donc c'est une codécision, la ratification va être très longue, et puis surtout, comme elle remet en cause la souveraineté démocratique, j'espère qu'elle sera rejetée. Donc par exemple, sur cette question du mécanisme de protection des investisseurs, le Parlement européen aura encore son mot à dire. Il pourra éventuellement modifier ce mécanisme, voire l'annuler. Là, si vous voulez, ce qui s'est passé dans le sommet à Ottawa, c'est que Barroso, Van Rompuy et Harper, qui lui en fait veut essentiellement vendre de la viande en Europe. Vous savez, sa circonscription, c'est l'élevage bovin, donc il a obtenu 50 000 tonnes d'exportation vers l'Europe. C'est ça son contentement. Mais donc cet accord-là, ils disent que la négociation est terminée, mais ils n'osent pas lancer le processus de ratification parce que des États membres disent que cet accord ne les satisfait pas, que le Parlement européen dit que la partie, notamment sur l'investissement, ne le satisfait pas. Donc, pour l'instant, on est dans un système de flou. En même temps, le commissaire européen Karel De Gucht, qui s'occupe des questions de commerce, vient de dire que c'était à prendre ou à laisser, en gros. Oui, mais Karel De Gucht, vous voyez, il y a une porte, dans 15 jours, il prend la porte parce qu'il n'est plus commissaire européen. Et que d'ailleurs, sa probable remplaçante, nous faisons des auditions lundi de la probable futur commissaire au commerce, a bien de dire aujourd'hui que pour elle, dans l'accord avec les États-Unis, il n'était pas question qu'il y ait cet accord sur l'investissement, cette partie sur l'investissement. Donc on ne voit pas pourquoi on l'accepterait dans le Canada quand on veut la refuser avec les États-Unis. Alors c'est vrai que ça paraît des négociations très techniques, mais c'est très important. Ce sont des accords qui vont avoir des conséquences sur la vie quotidienne. Sur notre vie quotidienne, parce que ce qui se joue, c'est est-ce que l'extraction des sables bitumineux, vous savez, ce pétrole extrêmement polluant qui est extrait au Canada, est-ce qu'il va venir en Europe? C'est la question des OGM. En multipliant les échanges agricoles, c'est l'agriculture paysanne en Europe
et au Canada qui est menacé. Je l'ai dit sur les médicaments génériques, les Canadiens craignent beaucoup pour leurs services postaux, parce que les services publics pourraient être attaqués, et puis c'est toutes nos mesures de protection de l'environnement et de la santé qui pourraient être uniquement évaluées sous le prisme commercial. Le commerce ne peut pas tout faire en Europe et dans le monde. Alors, Yannick Jadot, je le disais, vous êtes aussi un militant écologiste. Un mot sur le climat. Mais je le suis sur le traité avec le Canada, là aussi, vous savez, ça fait partie de l'écologie. Mais encore plus, j'allais dire, sur le climat. Ah oui, c'est vrai. Et donc, vous êtes évidemment très intéressé par cette future conférence mondiale qui va se tenir à Paris fin novembre, début décembre 2015. Qu'est-ce que vous attendez, en quelques mots, de cette conférence, encore une, mondiale sur le climat ? Encore une, mais une conférence extrêmement importante. C'est vraiment le rendez-vous après Copenhague. Vous vous souvenez, en 2009, la grande conférence de Copenhague avec tous les chefs d'État. Et puis, patatras, pas d'accord et pas de solution. Est-ce qu'il y a vraiment urgence? On a l'impression qu'on dit chaque fois que cette fois-ci, c'est la bonne. Si vous voulez, ce qui a vraiment changé, la vérité, on la connaît. Les rapports scientifiques se succèdent. L'inaction aujourd'hui est un crime contre l'humanité, puisqu'on sait que ça va avoir des millions de morts, des dizaines de millions, des centaines de millions de déplacés. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des villes, des entreprises, des citoyens qui se mobilisent, qui agissent pour le climat. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est de dire les États ont une responsabilité considérable dans cette affaire-là, mais on leur demande pas tant de montrer la voie que de suivre une société qui est en marche, qui est prête à lutter contre les changements climatiques, parce que ça reste incontestablement le défi du siècle. Vous avez vu dernièrement encore l'un des grands scientifiques du climat en France, Jean Jouzel, qui expliquait que membre du GIEC, qui d'ici le milieu du siècle, on pourrait avoir plus 8 degrés l'été dans le sud-est de la France. Plus 8 degrés. C'est absolument considérable. Ça va nous donner des épisodes de chaleur, des modifications de notre agriculture, des dégâts économiques considérables. Nous pouvons lutter, et la bonne nouvelle, c'est que lutter contre les changements climatiques nous permettra de vivre mieux, de créer des emplois, de créer des PME, d'innover et finalement de vivre mieux en Europe comme dans le monde. Même si malheureusement le temps politique n'est pas toujours celui du climat non plus. C'est la responsabilité du temps politique que d'être sur les enjeux essentiels et non pas simplement sur le sondage du lendemain. Merci Yannick Jadot, merci d'être venu sur le plateau du 64 minutes.